Stabilité politique, baisse de l'immigration, confiance des investisseurs. Après 3 ans à la tête de l'Italie, Giorgia Meloni semble avoir réussi à faire taire les critiques qui fusaient avant son arrivée. On en aurait presque oublié les racines néo-fascistes de son parti. Des cercles économiques à Ursula von der Leyen, en passant évidemment par l'extrême droite française, la dirigeante italienne semble séduire toute l'Europe. Mais que cachent ces résultats ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Le vrai bilan de Meloni, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 4, Dieu, famille, dérive. Dans l'épisode d'hier, nous avons évoqué la politique internationale de Giorgia Meloni, son influence mitigée en réalité au niveau européen et sa relation parfois compliquée avec Emmanuel Macron. Parmi les sujets de tension, nous avons gardé de côté un point important. En juin 2023, alors que Rome accueille une réunion du G7 et que tous les regards sont tournés vers la présidente du Conseil italien, cette dernière se bat en coulisses pour s'assurer qu'une ligne bien précise ne figure pas dans la déclaration finale. Pour celle qui a fait campagne sur les valeurs Dieu, famille, patrie, hors de question de signer à la maison un texte où figurerait une référence au droit à l'avortement. Un nouveau sujet de bras de fer entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, le président français voulant lui, au contraire, renforcer cet engagement. La question avait pourtant été tranchée lors du précédent G7 à Hiroshima, mais qu'importe pour la chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Disparue également la mention de l'identité de genre quand les engagements concernant les droits des communautés LGBT sont revus à la baisse. Un veto italien qui illustre les positions sociétales de Giorgia Meloni et ce qu'elle applique dans le pays depuis son arrivée à la tête du gouvernement. Pour clore cette série, j'ai fait appel au correspondant de l'Express en Italie, Olivier Tosseri. Bonjour Olivier. Bonjour. Je l'ai dit, Giorgia Meloni a un slogan, Dieu, famille, patrie. Et en 2022, durant la campagne, un de ses discours insistant sur ces valeurs avait été largement remarqué. Ils parlent maintenant de supprimer les mentions père et mère sur les documents. Parce que la famille est un ennemi, l'identité nationale est un ennemi, l'identité de genre est un ennemi. Pour eux, tout ce qui définit est un ennemi. Ils veulent que nous soyons parents 1, parents 2, genre LGBT, citoyens X, des codes barres. Mais nous ne sommes pas des codes barres, nous sommes des personnes et nous défendrons notre identité. Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Vous ne me l'enlèverez pas, vous ne me l'enlèverez pas. Olivier, au-delà de ces discours, quelles sont les promesses qu'a fait Giorgia Meloni sur ce volet sociétal avant son élection ? Eh bien, Giorgia Meloni a surtout dit vouloir remettre les choses en ordre en Italie. Donc, elle plaidait, dans ce qui concerne la question sociale, pour un relèvement des minima sociaux. Elle voulait l'instauration d'un salaire minimum. Et puis, évidemment, la natalité dans un pays qui est en grave crise démographique. La natalité était un thème récurrent de sa campagne électorale. Elle promettait l'augmentation de l'allocation naissance, l'accès plus simple aux crèches, l'allongement du congé parental. Mais en ce qui concerne les questions de société, son principal adversaire, sa principale cible, c'est ce qu'elle appelait le lobby LGBT. Donc, elle n'avait pas fait de propositions concrètes, à part dénoncer l'influence néfaste sur la société italienne, mais elle affirmait surtout son soutien à la famille traditionnelle fondée sur l'union d'un homme et d'une femme. Pour résumer, pas de promesses très précises sur ces questions de société, une campagne électorale qui était avant tout axée sur l'immigration. Et donc, quelles mesures est-ce qu'elle a vraiment mises en place depuis son arrivée à la tête du gouvernement italien ? La seule mesure vraiment concrète qu'elle a instaurée et qui a eu des conséquences concrètes, précises dans la vie des Italiens, c'est l'abolition en 2023 du revenu de citoyenneté, un revenu minimum pour les Italiens les plus pauvres, qui avait été instauré en 2019 par le mouvement 5 étoiles. Mais à part ça, elle a maintenu surtout sa ligne ferme dans le discours. Elle a nommé ministre de la famille une personnalité très traditionnaliste, qui a fait régulièrement polémique avec ses déclarations.
Elle a néanmoins adopté une loi pour interdire et pénaliser la GPA pour les citoyens italiens, même si la GPA est effectuée à l'étranger dans un pays où elle est pourtant légale. Alors je rappelle juste ici, la GPA, c'est la gestation pour autrui, à ne pas confondre avec la PMA, la procréation médicalement assistée. Eh bien oui, je cite Giorgia Meloni, elle répétait que la maternité n'est pas à vendre, les utérus ne se louent pas et les enfants ne sont pas des produits en vente libre. Alors son gouvernement a aussi cherché à empêcher l'enregistrement des enfants avec 2 parents de même sexe, nés via PMA ou GPA, donc empêcher leur enregistrement sur les actes d'état civil, et le ministère de l'Intérieur avait même exigé de certaines municipalités qu'elles rayent le nom du parent non biologique des actes de naissance déjà établis. Ça a rencontré de nombreuses réticences. Sur la relance de la natalité qui figurait dans ses priorités, est-ce qu'elle a pris des mesures ? Non, des mesurettes plutôt, quelques aides saupoudrées par-ci par-là, des mesures surtout symboliques, avec des aides aux familles comprenant une baisse de la TVA pour des produits destinés à l'enfance, un chèque unique de 50 à 175 € par mois et par enfant selon les revenus des parents. Ce sont déjà en soi des mesurettes, et en plus elles sont entravées par des contraintes budgétaires très sévères. Le ministre de l'économie, qui cherche justement à faire des économies dans un pays extrêmement endetté, avait même à un moment promis et avancé l'hypothèse de supprimer certains impôts pour les familles qui font au moins 2 enfants, mais c'est une hypothèse qui avait été assez rapidement abandonnée. Je l'ai dit en introduction, l'avortement, c'est un sujet important pour Giorgia Meloni. Lors de son élection, il y avait une véritable inquiétude en Europe de voir ce droit se réduire en Italie. 3 ans plus tard, qu'en est-il ? Eh bien, c'est quelque chose qui est assez délicat à faire comprendre en France, mais en Italie, il y a encore une forte empreinte catholique qui n'est pas que culturelle. Il y a beaucoup de gens, même à gauche, qui se revendiquent catholiques et qui ont un lien très fort avec le monde catholique, avec le Vatican aussi. Une frange du Parti démocrate, le principal parti d'opposition à Giorgia Meloni, a une frange catholique, et de manière générale, l'Italie est un pays qui, sur les questions de société, est moins en phase avec les autres pays occidentaux. Et puis, concernant le droit à l'avortement, il faut quand même rappeler que l'Italie a beaucoup de médecins objecteurs de conscience. Ça avait été octroyé lorsque l'avortement avait été légalisé dans les années 70. Et donc, en moyenne, il y a 65% des médecins qui se déclarent aujourd'hui objecteurs de conscience, avec des pics de plus de 80%, près de 90% dans des régions du Sud, des médecins donc qui se refusent de pratiquer des IVG. Un nombre qui ne cesse d'augmenter, mais malgré cela, quand même, les Italiens, y compris les Italiens de droite, sont quand même attachés au droit à l'IVG, et malgré des déclarations choc, Giorgia Meloni n'est pas revenue sur le droit à l'avortement, et elle continue à se déclarer en public quand même attachée à la défense du droit à l'avortement. On l'entend, Giorgia Meloni s'est très peu attaquée au sujet de société, mais il y a un autre volet sur lequel elle est pointée du doigt. Certains l'accusent de prendre un virage autoritaire. C'est un tollé en Italie. La chaîne de télé publique, la RAI, accuse la leader d'extrême droite Giorgia Meloni d'avoir censuré le texte d'un écrivain de gauche, auteur connu pour ses romans sur Mussolini. En avril 2024, cette censure d'un auteur italien avait fait du bruit jusqu'en France. On a alors assez vite accusé Giorgia Meloni de s'en prendre à la presse. Oui, c'est un épisode qui avait fait beaucoup de bruit, car le texte de Scurati faisait le lien entre le fascisme de Mussolini et le parti de Giorgia Meloni, et sa difficulté à renier les racines fascistes de son parti. Et les journalistes de la RAI, donc le groupe d'audiovisuel public, avaient fait grève à l'époque, et d'autant plus que la polémique intervenait après des nominations de personnalités proches du pouvoir à la tête des différentes chaînes de télévision et de stations de radio du service public, même si c'est quelque chose qui se pratique en Italie. C'est vrai que ça arrivait dans un contexte tendu entre une frange des journalistes et Giorgia Meloni. Donc en fait, la situation de la presse en Italie est compliquée depuis 2022. Recours fréquent aux procédures bâillons, des ministres qui déposent des plaintes en diffamation destinées
destiné à intimider les journalistes et les intellectuels dissidents. Et puis en 2024, le Centre européen pour la presse et la liberté des médias a recensé 157 incidents comprenant des plaintes en justice ou l'adoption de normes restrictives. À titre de comparaison, en 2022, l'année où Giorgia Meloni avait pris le pouvoir, seuls 46 incidents avaient été dénombrés. Dans le classement 2024 sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Italie a également perdu 5 places pour se retrouver à la 46e position. Et puis, dernièrement, le Parlement italien étudie une réforme du délit de diffamation dans la presse pour encore plus entraver le travail des journalistes. Est-ce que ça veut dire que Giorgia Meloni n'a pas un bon rapport avec la presse ? Elle a un rapport très particulier avec les journalistes. Elle donne très peu d'interviews. Au début de sa présidence du Conseil, elle était très présente sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle est beaucoup moins, voire pas du tout. Elle n'aime pas du tout répondre aux questions des journalistes lors des conférences de presse ou des points presse au cours des sommets ou des rencontres officielles internationales. Et tous les ans, d'ailleurs, les présidents du Conseil italien doivent se soumettre à une conférence de presse de fin d'année, et c'est un exercice auquel elle se soumet toujours de mauvais cœur. Quand on parle de dérive autoritaire, il est souvent question d'atteinte à la justice. Est-ce que c'est le cas également en Italie depuis 2022 ? C'est un sujet extrêmement sensible en Italie, pas depuis 2022, depuis presque toujours, et en particulier depuis les années Berlusconi. Donc elle prend le chemin caricatural de la droite italienne, Giorgia Meloni, en pointant du doigt les juges rouges qui voudraient faire tomber le gouvernement. Elle met en avant des projets de réforme de la justice qui sont très polémiques. Le dernier en date est un projet de réforme constitutionnelle qui vise à séparer les carrières de juges et de procureurs. Pour ses partisans, c'est une réforme qui va rééquilibrer les pouvoirs entre la politique et le pouvoir judiciaire, tout en préservant l'impartialité des juges, des magistrats. Mais les détracteurs de ce projet s'alertent, estiment que ce projet portera atteinte à l'indépendance judiciaire et risque de placer les procureurs sous le contrôle de l'exécutif. Voilà, autant d'éléments qui témoignent d'un rapport très complexe de Giorgia Meloni avec la justice. Je ne céderai pas au chantage, je ne me laisserai pas intimider. Est-ce qu'il y a d'autres réformes comme celle-ci, des institutions qui inquiètent ? Il y a un projet de réforme constitutionnelle qui tend à promouvoir l'élection du président du Conseil au suffrage universel direct. Aujourd'hui, il est élu par le Parlement. Certains s'alarment en disant que ça pourrait consolider une concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, donner beaucoup plus de pouvoir au président du Conseil italien, même si on trouve aussi à gauche des gens qui sont favorables à ce projet pour donner au pays plus de stabilité, comme on a aussi à droite des détracteurs de ce projet. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Giorgia Meloni et son gouvernement ont fait preuve de beaucoup plus de fermeté à l'égard de la contestation sociale en introduisant un délit de barrage routier réalisé avec son propre corps pour empêcher des blocages et des manifestations, et puis évidemment aussi des durcissements des peines en cas de révolte dans les prisons qui sont surchargées en Italie ou dans les centres de migrants, avec à chaque fois une protection renforcée pour les policiers qui sont mis en cause lorsque des violences sont dénoncées. Olivier, face à tout cela, est-ce qu'il y a des garde-fous ? Alors oui, l'Italie reste une démocratie. Elle a toujours sa cour constitutionnelle qui garde toute son autorité et qui va à l'encontre parfois de décisions voulues par le gouvernement. Puis surtout en Italie, il y a le président de la République qui conserve un rôle essentiel d'arbitre dans la vie publique, dans la vie politique du pays. Un rôle qu'il exerce toujours de manière assez délicate, assez subtile. De toute façon, la Constitution lui incombe le rôle de signer les lois. Donc, il a ce rôle déjà en amont d'éventuellement faire pression ou de faire noter au gouvernement des éléments ou des lois qui pourraient être un peu sensible sur la question du respect des institutions, de la Constitution. Et donc, c'est vraiment une personnalité qui est respectée par l'ensemble des Italiens, quelles que soient leurs convictions politiques, et qui exerce son influence de manière constante, diffuse et assez efficace. Une situation en Italie qui inquiète l'Europe. La Commission européenne a formulé ses craintes dans un rapport. Alors, après 3 ans, la lune de miel de Giorgia Meloni peut-elle encore durer ?
Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons fait ce que nous avions promis et les Italiens le voient. C'est ce qu'a dit Giorgia Meloni en mai dernier. Alors Olivier, après 3 ans, est-ce que Meloni et son gouvernement restent populaires auprès des Italiens ? Eh bien oui, pas d'usure du pouvoir, c'est véritablement un cas d'école, puisque son parti Fratelli d'Italia est toujours le premier parti en Italie, qui oscille entre 29 et 30% d'intention de vote dans les sondages, des sondages qui n'ont pratiquement pas bougé depuis 3 ans. C'est exactement les mêmes, pratiquement au chiffre près depuis les dernières élections. Si le premier parti, Fratelli d'Italia, caracole à 30% environ dans les sondages, il est loin devant la gauche, devant le Parti démocrate, principal parti d'opposition, qui stagne autour de 25%. Justement, quelle est la situation de l'opposition en Italie ? Eh bien, elle vient de subir une défaite sévère dans une élection régionale, même si l'élection n'était pas particulièrement importante et les résultats étaient joués d'avance. Mais bon, c'est quand même un nouveau signe de sa faiblesse. Une opposition moribonde, la chef du Parti démocrate, qui est une jeune femme lesbienne qui prône par exemple le salaire minimum qui n'existe pas en Italie, même si elle a réussi à regagner quand même et à recompacter le parti, elle n'arrive pas à convaincre plus largement l'opinion publique et son image et ses positions sont évidemment des repoussoirs pour la base électorale de Giorgia Meloni et pour les électeurs de droite en général. Et cette stabilité, est-ce que ça pourrait durer pour Giorgia Meloni ? Pour l'instant, il n'y a rien qui peut l'éroder, même si le conflit israélo-palestinien a quand même été une petite alerte, puisque ses positions vraiment alignées sur Israël et sur Donald Trump, sur les États-Unis de Donald Trump, ont suscité beaucoup de remous et de critiques au sein de l'opinion publique italienne, et pas seulement à gauche. Il y a eu